sur les véhicules automobiles. C'est un élément essentiel de tout véhicule à moteur à combustion, de la voiture familiale standard aux voitures de sport hautement perfectionnées. Alors, comment fonctionne-t-elle et pourquoi en avons-nous besoin? Dans chaque véhicule à moteur à combustion à traction arrière, on trouve les pièces suivantes: le moteur, l'embrayage, la transmission, l'arbre de transmission, le différentiel, l'essieu et les roues. Les véhicules à traction avant et à 4 roues motrices sont légèrement différents, mais ils nécessitent tous une transmission. Le moteur brûle du carburant qui déplace les pistons et le vilebrequin, créant ainsi une rotation. L'embrayage engage ou désengage l'énergie de rotation du moteur vers la transmission. La transmission contient un certain nombre de vitesses différentes qui transfèrent la puissance du moteur vers les roues et nous permettent de modifier la vitesse et le couple du véhicule. L'arbre transfère la puissance au différentiel arrière. Le différentiel arrière distribue cette puissance aux roues, ce qui les fait tourner et propulse la voiture. La transmission manuelle exige du conducteur qu'il sache exactement quand changer de vitesse, sur quelle vitesse, et qu'il actionne également la pédale d'embrayage pour débrayer et redémarrer le moteur. Nous pouvons également obtenir des véhicules à transmission automatique qui feront tout cela automatiquement pour nous. Le conducteur doit simplement mettre le véhicule en marche et la voiture s'occupera du reste. Laquelle est la meilleure et pourquoi? Manuelle ou automatique? Faites-moi savoir ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez déjà fait du vélo, vous savez qu'il est très difficile de commencer à pédaler en grande vitesse, donc il faut commencer en petite vitesse pour faire avancer le vélo. À un certain moment, nos jambes tournent très vite, mais nous ne pouvons pas aller plus vite. Alors nous devons passer à une autre vitesse plus élevée. Une fois au pied d'une colline escarpée, là nous devons passer à une vitesse inférieure. Comme pour une voiture, nous démarrons avec le rapport le plus bas et nous montons au fur et à mesure que le véhicule prend de la vitesse. Ensuite, nous rétrogradons lorsque nous devons monter une colline. Un rapport inférieur permet d'atteindre une vitesse réduite mais un couple élevé. Un rapport élevé donne une vitesse élevée mais un couple faible. Le couple est une mesure de la force qui fait tourner quelque chose autour d'un point. Pensez à une clé et à un écrou qui est grippé. L'utilisation d'une petite clé est très difficile pour libérer l'écrou. L'utilisation d'une longue clé facilitera grandement la tâche. C'est à cause du couple. Si nous utilisons une clé de 30 cm et que nous appliquons une force de 90 N, nous avons 0,30 m x 90 N égale 27 N par mètre de couple. Cependant, si nous appliquons la même force de 90 N à une clé de 60 cm de long, nous obtenons 0,60 m x 90 N égale 54 Nm. Cette formule simple nous permet de voir que la force agissant sur l'écrou est plus importante si nous utilisons une clé plus longue. Nous utilisons un cercle plus grand pour tourner un cercle plus petit. En changeant la taille, nous modifions la vitesse et le couple. Si nous devions relier deux engrenages et faire tourner l'un d'eux, alors l'autre tournera. Si nous fixons le moteur à la première vitesse, alors ce sera la vitesse conductrice et l'autre vitesse sera donc la vitesse entraînée. Lorsque les deux engrenages ont le même diamètre, nous avons un rapport de 1:1, ce qui signifie que chaque fois que l'engrenage menant effectue une rotation complète, l'engrenage mené effectue également une rotation. La vitesse de sortie est donc la même que la vitesse d'entrée. Si l'engrenage entraîné a la moitié du diamètre de l'engrenage moteur, nous avons un rapport de 1:2. Ce qui signifie que pour chaque tour complet de l'engrenage moteur, l'engrenage mené effectue 2 tours complets. Cela signifie que l'engrenage mené tourne beaucoup plus vite. Si l'engrenage mené a 2 fois le diamètre de l'engrenage moteur, alors nous avons un rapport de 2:1. Cela signifie que pour chaque rotation complète de l'engrenage moteur, l'engrenage mené ne tourne que d'un demi-tour. Nous avons donc besoin que l'engrenage moteur tourne 2 fois pour compléter une rotation complète de l'engrenage mené. Remarquez que l'engrenage mené tourne dans le sens inverse. C'est en fait une marche arrière. Pour que la sortie tourne dans le même sens que l'entrée, nous devons insérer un autre engrenage
qui crée ce que l'on appelle un train d'engrenage. L'engrenage du milieu est appelé engrenage libre. Nous pourrions ajouter plusieurs vitesses côte à côte pour modifier la vitesse et la direction de la sortie. Mais cela prendra beaucoup de place, donc nous pouvons monter les engrenages sur le même axe et créer un train d'engrenage composé. Cela fera le même travail mais prendra beaucoup moins de place. Nous verrons comment calculer les vitesses, les rapports et les dimensions des engrenages vers la fin de la vidéo. Tout d'abord, nous avons le boîtier principal, qui protégera tous les composants internes et les maintiendra en place. À l'intérieur, nous avons l'arbre d'entrée, l'arbre de sortie et un contre-arbre. Un certain nombre d'engrenages sont fixés sur le contre-arbre. Ils tournent donc tous ensemble. Sur l'arbre d'entrée, nous avons également un engrenage qui est en prise constante avec l'arbre de renvoi. Les dents de l'engrenage forment un angle, connu sous le nom de couple hélicoïdal. Ces dents s'engrainent progressivement sur plusieurs dents, d'un côté à l'autre, ce qui répartit les contraintes sur les engrenages et rend l'engrainement beaucoup plus silencieux qu'un engrenage droit. À l'autre extrémité de l'arbre d'entrée se trouve l'embrayage, qui se connecte au moteur et force l'arbre d'entrée à tourner. Chaque fois que l'embrayage est embrayé avec le moteur, il fait tourner l'arbre d'entrée et l'arbre de renvoi. L'arbre de sortie comporte également un certain nombre d'engrenages de tailles différentes. Ceux-ci sont également en prise constante avec les engrenages de l'arbre de renvoi, et lorsque l'arbre de renvoi tourne, les engrenages de sortie tournent également. Cependant, notez que l'arbre de sortie ne tourne pas avec les engrenages de sortie. C'est parce que chaque engrenage de sortie repose sur un roulement à aiguille, ce qui permet à l'engrenage de tourner indépendamment de l'arbre. Si nous regardons l'arbre de sortie, nous voyons qu'il y a un certain nombre de sections cannelées. Ce sont des rainures taillées dans le métal. Un moyeu de synchronisation s'adapte sur les cannelures. Les cannelures bloquent le moyeu en place de manière à ce qu'il tourne avec l'arbre. Un autre composant appelé manchon de synchronisation s'adapte sur le moyeu. La surface extérieure du moyeu et la surface intérieure du manchon sont toutes deux cannelées, ce qui permet de verrouiller les deux composants. Le manchon peut se déplacer en avant et en arrière sur le moyeu. Lorsque l'arbre de sortie tourne, le moyeu et la douille tournent également, mais pas les engrenages de sortie. Une fourchette et une tige de changement de vitesse sont fixées au canal situé à l'extérieur de chacun des manchons. La tige est reliée au levier de vitesse. Le levier de vitesse déplace la tige en avant et en arrière, ce qui fait également bouger la fourchette et le manchon en avant et en arrière. Sur chacun des engrenages de sortie, on trouve des dents supplémentaires, taillées en ligne droite. Ces dents s'alignent avec les dents cannelées à l'intérieur du manchon. Lorsque l'engrenage est sélectionné, les dents à l'intérieur du manchon s'alignent et s'emboîtent avec les dents droites de l'engrenage. L'engrenage est alors enclenché avec le manchon et l'arbre de sortie. Ainsi, lorsque l'arbre d'entrée tourne, il fait tourner l'arbre de renvoi, qui fait tourner l'engrenage de sortie, et celui-ci fait maintenant tourner l'arbre de sortie. Lorsque l'engrenage est désengagé, le manchon revient à sa position par défaut, ce qui permet à l'engrenage de sortie et au manchon de tourner indépendamment l'un de l'autre. Le problème auquel nous sommes confrontés est que l'arbre de sortie et le manchon tournent à une vitesse différente de celle de l'engrenage de sortie. Ainsi, lorsque nous engageons le manchon, les dents vont entrer en collision et se rectifier. Pour surmonter ce problème, nous utilisons un anneau bloqueur de synchronisation. On l'appelle ainsi parce qu'il empêchera ou bloquera le changement de vitesse jusqu'à ce que le manchon et la vitesse de l'engrenage soient synchronisés. Le bord intérieur de l'anneau bloquant est incliné et correspond au cône de l'engrenage. Cela permet à l'anneau de blocage de glisser facilement sur et hors de l'engrenage. Nous avons également de petites entretoises qui sont insérées dans les fentes du moyeu. Elles sont maintenues en place par des ressorts radiaux qui les poussent vers l'extérieur. Le manchon repose sur les entretoises et le moyeu. Une arête sur le dessus de la jambe de force s'enclenche avec le manchon. Le manchon déplace les jambes de force d'avant en arrière. Des fentes sont également découpées dans l'anneau de blocage. Elles s'alignent avec les entretoises. Les fentes sont plus larges que la jambe de force, ce qui permet à l'anneau bloquant de basculer légèrement d'avant en arrière. L'anneau bloquant tourne avec le moyeu et le manchon. Lorsqu'un engrenage est sélectionné, le manchon se déplace vers l'engrenage. Cela pousse l'entretoise contre l'anneau de blocage.
L'anneau bloquant frotte contre le cône de l'engrenage, ce qui fait tourner l'anneau bloquant jusqu'à ce qu'il atteigne la limite de la fente. Les dents de l'anneau bloquant et les dents du manchon sont maintenant désalignées, ce qui empêche le manchon de s'engager dans l'engrenage. Comme l'anneau bloquant continue d'être poussé contre le cône de l'engrenage, la friction générée entre les deux fait qu'ils synchronisent leur vitesse et tournent ensemble. Le manchon est alors poussé en travers, ce qui déplace l'anneau bloquant et permet aux dents du manchon de s'engager avec les dents droites de l'engrenage. L'engrenage est alors synchronisé et l'embrayage peut être enclenché. Pour faire marche arrière, nous devons arrêter complètement la voiture. Un engrenage fou est alors poussé en position avec le rapport de sortie et le contre-rapport. Les 3 vitesses sont à coupe droite, ce qui est connu sous le nom de vitesse droite. L'engrenage de renvoi est libre de tourner, ce qui lui permet de glisser en position lorsque la voiture est arrêtée. L'arbre de sortie tourne alors dans le sens inverse. Le moteur va fournir l'énergie de rotation. Si nous engageons l'embrayage alors que la voiture est au point mort, l'arbre d'entrée tourne, ce qui fait tourner le contre-arbre et les engrenages de sortie. Mais l'arbre de sortie ne tourne pas. Pour la première vitesse, nous désengageons l'embrayage, ce qui empêche le moteur d'ajouter de la puissance supplémentaire à l'arbre d'entrée. Ensuite, nous poussons le levier de vitesse pour qu'il déplace le manchon. La bague de blocage frotte contre le moyeu de l'engrenage, utilisant la friction pour synchroniser la vitesse. Une fois synchronisé, le manchon se déplace en travers pour bloquer l'engrenage sur l'arbre de sortie. Pour la deuxième vitesse, nous désengageons l'embrayage et utilisons le levier de vitesse pour désengager le manchon de la première vitesse. Ensuite, nous déplaçons le levier de vitesse sur la deuxième vitesse, ce qui pousse le manchon et la bague de blocage. Cela permet de synchroniser la vitesse et de bloquer la deuxième vitesse. Pour la troisième vitesse, nous désengageons l'embrayage et utilisons le levier de vitesse pour désengager le manchon de la deuxième vitesse. Ensuite, nous passons la manette en troisième vitesse, ce qui pousse le manchon et la bague de blocage. Cela permet de synchroniser la vitesse et de bloquer la troisième vitesse. Pour la quatrième vitesse, nous débrayons et utilisons le levier de vitesse pour débrayer le manchon de la troisième vitesse. Ensuite, nous déplaçons le levier de vitesse sur la quatrième vitesse, ce qui pousse le manchon et la bague de blocage. Cela permet de synchroniser la vitesse et de bloquer la quatrième vitesse. Pour la cinquième vitesse, nous désengageons l'embrayage et utilisons le levier de vitesse pour désengager le manchon de la quatrième vitesse. Ensuite, nous mettons le levier de vitesse en cinquième vitesse, ce qui pousse le manchon et la bague de blocage. Cela permet de synchroniser la vitesse et de bloquer la cinquième vitesse. Pour la marche arrière, nous arrêtons complètement la voiture et débrayons l'embrayage. Tous les arbres et les engrenages s'arrêtent. Nous faisons alors glisser l'engrenage droit entre l'engrenage de renvoi et l'engrenage de sortie, et nous réengageons l'embrayage pour inverser le sens de l'arbre de sortie. C'est ainsi que nous utilisons le moteur pour propulser la voiture et que l'on passe les vitesses pour aller plus vite. Si vous êtes prêt à passer une fois, utilisez les formules ratio égale dents de l'engrenage de sortie divisé par dents de l'engrenage d'entrée. RPM de sortie égale RPM d'entrée divisé par le rapport. Couple de sortie égale rapport fois le couple d'entrée. Par exemple, si la roue A a 8 dents et la roue B 10 dents, le rapport est de 10 divisé par 8, soit 1,25. Si l'engrenage A tourne à 150 RPM, le rapport est de 150 divisé par 1,25 égale 120 tours par minute. Si l'engrenage A a un couple de 20 Nm, alors 1,25 fois 20 égale 25 Nm. Cette vitesse tournera dans le sens opposé à la vitesse A. Elle tournera plus lentement parce qu'elle est plus grande, mais elle aura un couple plus important. Si nous ajoutons l'engrenage C avec 20 dents, le rapport est de 20 divisé par 10 égale 2. Le régime de sortie est de 120 RPM de l'engrenage B divisé par 2 égale 60 RPM. Le couple est de 2 fois 25 Nm de l'engrenage B, ce qui donne 50 Nm. Cet engrenage tournera dans le même sens que l'engrenage A. Il tournera plus lentement parce qu'il est plus grand, mais il aura un couple plus important. Si nous ajoutons l'engrenage D avec 8 dents, alors le rapport est de 8 divisé par 20 égale 0,4.
Le régime est de 60 RPM à partir de l'engrenage C, divisé par le rapport de 0,4 égale 150 RPM. Le couple est de 0,4 fois 50 Nm égale 20 Nm. Cette vitesse tournera donc dans le sens opposé à la vitesse A, mais elle est de la même taille. Donc elle tournera à la même vitesse et au même couple. Bien que cela ne tienne pas compte des pertes que nous verrions dans le monde réel. Cette configuration vous permet donc de visualiser comment les engrenages manipulent la vitesse, le couple et le sens de rotation. Nous aurions par exemple un train d'engrenages composé comme celui-ci avec des engrenages de la même taille, le même couple d'entrée et la même vitesse. Encore une fois, les liens dans la description vidéo pour le calculateur Excel pour cela. Ainsi, avec cette configuration, nous avons 4 vitesses, A, B, C et D. Mais B et C sont composés. Si l'engrenage A a 8 dents et l'engrenage B 10 dents, alors le rapport est de 10 divisé par 8, 1,25. L'engrenage A tourne à 150 tours par minute. Donc l'engrenage B tourne à 150 tours par minute, divisé par 1,25. Ce qui donne 120 tours par minute. L'engrenage A a un couple de 20 Nm. Donc, l'engrenage B est de 1,25 fois 20 Nm égale 25 Nm. Cette vitesse tourne dans le sens inverse de la vitesse A. Elle tourne plus lentement parce qu'elle est plus grande, mais elle a un couple plus important. Si l'engrenage C a 20 dents, alors le rapport est de 20 divisé par 10 égale 2. Le régime va être le même que celui de B, 120 RPM. Parce que ces deux engrenages sont composés et partagent le même arbre. Le couple sera également le même que celui de B, soit 25 Nm. Cet engrenage tourne également dans le sens opposé à l'engrenage A. Il tourne plus lentement que l'engrenage A en raison de la taille de l'engrenage B et il a un couple inférieur à celui de l'engrenage A, encore une fois en raison de l'engrenage B. Si l'engrenage D a 8 dents, le rapport est de 8 divisé par 20 égale 0,4. Le régime est de 120 RPM pour l'engrenage C divisé par 0,4 égale 300 RPM. Le couple est de 0,4 fois 25 Nm pour l'engrenage C égale 10 Nm. Cette roue tourne donc dans le même sens que la roue A, elle tourne plus vite mais avec moins de couple. Nous devons donc considérer l'application de la boîte de vitesse, le nombre d'engrenages connectés et le couple et la vitesse